23 heures à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres de votre édition. La Côte d'Ivoire, bien représentée hier jeudi à la tribune des Nations Unies à New York par le vice-président de la République qui a traduit la vision du président de la République, Alassane Ouattara, tant au plan sécuritaire qu'humanitaire. À cette tribune, Daniel Kablan-Duncan a également appelé à la réforme du Conseil de sécurité. La 5e édition des Journées nationales du cacao et du chocolat a démarré ce vendredi à Abidjan, occasion pour le Conseil Café-Cacao de faire le bilan de ses activités. Le gouvernement a assuré avoir pris en tout cas des mesures qui vont permettre d'améliorer le secteur. Et puis le 28 septembre de chaque année est consacré à la journée internationale d'accès à l'information. Focus donc sur la KIDP, l'autorité en charge de veiller au respect du droit des citoyens d'accéder aux informations ce soir. On démarre avec cette information, élection couplée en Côte d'Ivoire. Premier jour, aujourd'hui vendredi, jour de vote, donc jour d'ouverture de campagne, on va y arriver, pour les candidats aux municipales et aux régionales. Ils sont plusieurs, ils sont plus de 700. Ils ont 2 semaines pour convaincre. Notez que le vote est prévu pour le 13 octobre prochain. Mais avant, la RTI se fera le plaisir, le long de ces campagnes, de vous faire écho donc des activités des candidats. Ce sera au journal de 20h. C'est donc le premier jour de campagne pour les élections couplées municipales et régionales en Côte d'Ivoire. On démarre avec cette autre information. La Côte d'Ivoire était très bien représentée hier jeudi à la tribune des Nations Unies à New York par le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, qui a traduit la vision du président de la République, Alassane Ouattara, tant au plan sécuritaire qu'au plan humanitaire. Daniel Kablan-Duncan qui a également appelé à réformer le Conseil de sécurité afin qu'il soit plus représentatif du monde actuel et plus efficace. Abiba Dombele Saoué est notre envoyé spécial à New York. La Côte d'Ivoire était à l'honneur à la tribune des Nations Unies ce jeudi 27 septembre. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan s'est adressé au monde au nom du président Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Il a fait part de ses inquiétudes face aux nombreux défis auxquels sont confrontés les États. Notre session s'ouvre dans un contexte international marqué par de nombreux défis et incertitudes qui érodent progressivement notre capacité à répondre collectivement et de façon plus adéquate aux menaces à la paix et à la sécurité internationale. À cela s'ajoutent les défis concernant les crises humanitaires et sanitaires, l'extrême pauvreté, les atteintes contre les droits de l'homme et la démocratie. Notre organisation commune et le monde actuel semblent perdre leur vocation à protéger les plus vulnérables, à promouvoir une gouvernance mondiale plus juste et plus inclusive et à fonder entre les nations une véritable communauté de destin. Pour ce faire, Daniel Kablan-Duncan appelle à une réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies et lance un appel pour que ces résolutions soient appliquées. Dans cette perspective, la Côte d'Ivoire, comme l'a maintes fois exprimé le président Alassane Ouattara, estime qu'il est désormais temps de réformer le Conseil de sécurité afin qu'il soit plus représentatif du monde actuel et qu'il soit plus efficace. Seul un Conseil réellement uni peut permettre à notre organisation de régler efficacement les grandes questions sécuritaires telles que la lutte contre la prolifération nucléaire, le terrorisme, les crimes de masse et les crimes contre l'humanité. Le vice-président en appelle également à la solidarité internationale et au consensus. La solidarité que nous appelons de tous nos vœux dans le règlement des conflits ne doit ni être sélective, ni se limiter à de simples déclarations d'intention. Nous devons pour cela trouver en toutes circonstances un consensus moral et politique minimum qui permettrait à notre organisation de ne pas rester insensible à la vue quotidienne sur nos écrans de télévision de visages marqués par des effets dévastateurs
notamment des conflits, des guerres et des maladies endémiques. La question des migrations n'a pas été occultée et la Côte d'Ivoire prend toute sa part dans la solidarité face à ce phénomène. Le défi que constituent les flux migratoires non régulés nous interpelle tous et nous appelle à une gestion concertée de cette importante problématique qui touche majoritairement les jeunes en provenance d'Afrique. La position de la Côte d'Ivoire sur ce sujet, partagée d'ailleurs par la plupart de nos pays, a toujours été que ce problème soit traité principalement sous l'angle du développement. En effet, seules les opportunités de travail et d'épanouissement offertes à nos jeunes pour se forger un avenir sur leur sol natal peuvent permettre de régler ce problème de manière durable. Et c'est devant un parterre de chefs d'État et de gouvernement et des représentants des organisations internationales que Daniel Kablan-Duncan a rappelé les initiatives visant à l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens dans son pays, la Côte d'Ivoire. La dimension humaine choisie par le gouvernement ivoirien dans l'élaboration de sa politique de développement a consisté à prendre les mesures garantissant une meilleure redistribution des flux de la croissance économique et une lutte plus efficace contre la pauvreté. En effet, les investissements importants consacrés aux infrastructures, aux secteurs sociaux, ont permis l'amélioration de l'accès à l'éducation, à l'eau, à l'électricité, aux soins de santé, entraînant une baisse sensible du taux de pauvreté. Pour amplifier et accélérer cette dynamique, la Côte d'Ivoire s'est donné les moyens à travers le deuxième plan national de développement, PND 2016-2020, de mobiliser les ressources nécessaires à hauteur de 60 milliards de dollars US. Cette allocution du vice-président démontre l'ambition de la Côte d'Ivoire à s'inscrire dans le multilatéralisme, ce qui lui a valu d'être élu membre non permanent du Conseil de sécurité dont elle assurera la présidence en décembre, une autre marque de confiance de la communauté internationale. Et toujours aux États-Unis, le Conseil international des affaires a organisé un dîner en l'honneur du vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan. Notez que cette organisation, forte de 200 membres, s'intéresse aux opportunités d'affaires en Côte d'Ivoire. On retrouve Abiba Dombele-Saoué. Le vice-président était l'invité du Business Council for International Understanding. C'est le Conseil des affaires pour la compréhension internationale, une organisation basée aux États-Unis qui œuvre au développement du commerce. Elle aide ses entreprises membres à s'engager sur la scène internationale en facilitant les relations entre ces chefs d'entreprise et les dirigeants du monde. Deux hauts responsables d'entreprises membres ont échangé avec le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Il s'agit de Justin Kissinger de Heineken International et de John Ament de Mars Wrigley. BCU compte 200 sociétés membres, dont de nombreuses entreprises classées dans les 500 plus grosses aux États-Unis. Et la Côte d'Ivoire salue les avancées réalisées pour la dénucléarisation de la péninsule coréenne. C'était à l'occasion du débat ministériel du Conseil de sécurité sur la question du nucléaire en Corée du Nord. On en parle avec Michel Digré, également envoyé spécial aux États-Unis. La dénucléarisation de la péninsule coréenne au cœur des débats de cette rencontre du Conseil de sécurité. La raison, les tensions sécuritaires persistantes dans cette région induites par les ambitions nucléaires de la Corée du Nord et les informations faisant état de la violation des sanctions du Conseil de sécurité font peser des menaces sur la prolifération des armes à destruction massive. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire salue les dernières avancées en faveur de la dénucléarisation de la péninsule coréenne et invite toutes les parties à consolider ses acquis. La Côte d'Ivoire invite la Corée du Nord au respect des obligations qui lui incombent, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité. Elle encourage les autorités nord-coréennes à prendre toutes les mesures nécessaires en vue de la dénucléarisation de la péninsule coréenne. La Côte d'Ivoire salue les récentes mesures prises par Pyongyang à cet effet, dont la plus marquante reste à ce jour le démantèlement de son principal site d'essai nucléaire de Punggye-ri. Il l'exhorte à faire davantage afin de créer un environnement de confiance réciproque avec tous les États de la région,
ainsi que toutes les parties prenantes à la question du nucléaire nord-coréen. Pour la Côte d'Ivoire, seul le dialogue pourrait contribuer efficacement à pacifier cette région. La paix et la stabilité durable dans la péninsule coréenne ne seront possibles que par l'engagement de tous les États de la région à privilégier le dialogue et le règlement pacifique de leurs différends. À cet effet, mon pays est d'avis que les parties prenantes doivent renforcer entre elles les relations de confiance. À cet égard, il note avec satisfaction le réchauffement des relations entre les deux Corées, matérialisé par le 3e sommet en un an entre les présidents nord- et sud-coréens à Pyongyang en septembre. Marcela Montano invite le Conseil de sécurité à soutenir le processus de normalisation en cours tout en restant ferme dans la mise en œuvre du régime des sanctions pour une dénucléarisation totale de la péninsule coréenne. En marge de ces travaux, le ministre Marcela Montano a reçu en audience son homologue nord-coréen. Et ici, en Côte d'Ivoire, la 5e édition des Journées nationales du cacao et du chocolat a démarré ce vendredi, ici même donc à Abidjan, occasion pour le Conseil Café Cacao de faire le bilan de ces activités, des activités fortement perturbées par la chute des prix à l'international, ce malgré une augmentation de la production nationale qui a encore dépassé les 2 millions de tonnes. Notez que le gouvernement assure avoir pris toutes les mesures pour améliorer la compétitivité de la filière. Lanciné Bakayoko. Comme c'est le cas depuis 2012, le niveau de la production de fèves de cacao pour la campagne 2017-2018 a été maintenu en hausse, franchissant le cap des 2 millions de tonnes. Pourtant, au 16 septembre 2018, le revenu brut global perçu par les producteurs de cacao est ressorti à environ 1356 milliards contre 2024 milliards de francs CFA sur la campagne précédente, en partie à cause du déclin des exportations, soit une baisse de 33%. On a observé des difficultés d'approvisionnement liées au grainage du cacao. Ce grainage anormalement élevé était principalement dû au changement climatique constaté ces dernières années. Face à cette situation, les pouvoirs publics ont pris un certain nombre de mesures afin de rassurer les opérateurs et sécuriser les transactions commerciales. Un audit du système de commercialisation a ainsi été diligenté et une nouvelle équipe dirigeante placée à la tête du Conseil Café Cacao. En vue de stabiliser durablement la filière, d'importants chantiers sont aujourd'hui ouverts. Les chantiers en perspective portent sur la transformation du cacao afin d'accroître la valeur ajoutée dans la chaîne des valeurs du cacao. La lutte contre la maladie du Schoellenschut du cacaoyer. La recherche d'une stratégie commune entre la Côte d'Ivoire et le Ghana en vue de mieux coordonner nos efforts en action en matière de communication, de commercialisation du cacao. Pour atteindre cet objectif, un cadre de concertation avec l'ensemble des différents acteurs a été créé. Des mesures destinées à améliorer la compétitivité des entreprises de broyage et à promouvoir les investissements privés ont également été prises. Ces mesures sont, entre autres, des facilités ou des arrangements fiscaux accordés aux unités industrielles de broyage de cacao et la réservation d'une proportion des droits d'exportation à ces unités au cours de chaque campagne intermédiaire. Des discussions sont en cours avec les bailleurs de fonds pour mobiliser les ressources financières additionnelles. Pour les producteurs, principaux bénéficiaires de tous ces projets, les 5e journées du cacao et du chocolat couronnées de récompenses aux meilleurs paysans donnent un avant-goût de la détermination du gouvernement à valoriser la filière. Ces éditions font en sorte que les producteurs que nous sommes améliorent la qualité de leur cacao, améliorent leur travail et ça nous incite aussi au travail bien fait. Aujourd'hui, c'est un sentiment de fierté et de joie qui m'anime. Les producteurs ont été récompensés aux yeux de l'opinion nationale et internationale. Les sociétés coopératives aussi ont été plébiscitées aujourd'hui. Tout cela a concouru à montrer l'importance que le producteur a dans cette chaîne de valeur. C'est l'un de nos objectifs. Selon le Conseil Café Cacao,
Les actions sociales comme l'adduction en eau potable, l'électrification, la santé et l'éducation vont être intensifiées en faveur de ces valeureux producteurs. L'Observatoire national sur la compétitivité des entreprises est un organe d'analyse et d'aide à la prise de décision, organe créé par le gouvernement ivoirien. Son rôle est de régler toutes les problématiques qui rendent difficile l'avènement d'un secteur privé prospère et diversifié. Eh bien, le ministre de l'économie et des finances, Adama Kone, a procédé justement à l'opérationnalisation de cet outil de développement économique. C'est ce que nous rapporte Lanciné Bakayoko. Créé en octobre 2017, l'Observatoire national sur la compétitivité des entreprises ONCE est un instrument de gouvernance destiné à renforcer le dispositif de soutien à l'émergence d'une base industrielle solide et d'un secteur privé puissant. Dans ce cadre, il est assigné à l'Observatoire, entre autres, la mission de suivre et d'évaluer la compétitivité des filières porteuses de croissance ainsi que des pôles régionaux de développement pour proposer au gouvernement des mesures et réformes à l'effet d'améliorer la compétitivité des entreprises. En matière de réforme, le gouvernement met en avant les avancées enregistrées, des avancées qui ont permis d'améliorer le climat des affaires et surtout de relever le niveau des infrastructures et autres services sociaux de base comme les routes, l'électricité, l'eau potable, l'éducation ou encore le logement. Malgré ces performances, des défis restent à relever qui exigent la mutualisation des efforts à travers cet observatoire. L'objectif est donc de mobiliser l'ensemble des parties prenantes concernées par les questions de compétitivité, de définir une feuille de route qui sera examinée par le Conseil d'orientation que j'ai l'honneur de présider et qui déterminera donc les actions prioritaires à mener à court et moyen terme. Il s'agit donc, via cet observatoire, de poursuivre collectivement la réflexion stratégique, d'affiner les orientations et de définir les outils ainsi que les actions prioritaires à mener. La concrétisation des objectifs de développement énoncés, ainsi que les mesures prises pour leur mise en œuvre, nécessitent l'implication de tous, tant l'administration publique que le secteur privé. D'un coût global de 30 000 milliards de francs CFA d'investissement, le plan national de développement 2016-2020 prévoit une contribution du secteur privé à hauteur de 62,4%, soit 18 720 milliards de francs CFA. 10 bénéficiaires du Fonds pour l'entrepreneuriat féminin ont reçu la visite du secrétaire d'État auprès du ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME. Une tournée qui a été l'occasion pour Félix Mieza-Anoblé de vérifier si les fonds reçus ont permis à ces femmes de démarrer effectivement ou de développer des activités génératrices de revenus. On fait le point avec Nadia Edja et Jean-Louis Egbambo. Une tournée de 3 jours auprès de 10 bénéficiaires des fonds pour l'entrepreneuriat féminin. Par cet acte, Félix Anoblé, secrétaire d'État en charge des petites et moyennes entreprises, veut s'imprégner du quotidien de ces femmes entrepreneurs et leur témoigner le soutien de l'État. Au-delà donc de la simple visite de constat, il y a aussi le fait d'encourager donc ces entrepreneurs dans leur travail. C'est des petites entreprises, il faut qu'elles sachent que l'État est avec elles et qu'elles ont besoin donc de faire mieux. Et elles sont pour nous un exemple. Sur place, le secrétaire d'État a également sensibilisé les bénéficiaires à une bonne gestion des fonds reçus. Les femmes que nous avons visitées sont des dames qui sont en train donc de rembourser les prêts qu'elles ont donc pu obtenir à travers le Fonds Femmes. Et nous les avons encouragées donc à continuer et à aller plus de l'avant pour pouvoir donc faire grandir leurs activités. Le fonds, donc, pour l'instant, a travaillé sur Abidjan, mais à partir donc, des mois à venir, le fonds va s'étendre sur tous les territoires de Côte d'Ivoire, permettre à toutes les femmes de Côte d'Ivoire de bénéficier donc, de ce projet-là. Le fonds pour l'entrepreneuriat féminin, d'un montant de 5 milliards de francs CFA, est essentiellement dédié aux femmes et vise à appuyer l'entrepreneuriat féminin en Côte d'Ivoire. À ce jour, 80 femmes ont déjà bénéficié de ces fonds pour un coût total d'environ 1,3 milliard de francs CFA. L'affichage de la mention Côte d'Ivoire sur les cartels des objets d'art ivoiriens exposés dans les musées européens. La question tient à cœur au Conseil économique et social, environnemental et culturel, le CESEC, qui s'est donc réuni en assemblée plénière afin d'adopter un projet d'avis sur le thème. Walter Amadou Ouattara.
Désormais, les objets d'art ivoiriens exposés dans les musées du monde, surtout en Europe, doivent porter absolument la mention Côte d'Ivoire. C'est ce que vient de décider le Conseil économique, social, environnemental et culturel, CESEC. Une action qui vise à promouvoir la destination du pays au plan touristique et au plan économique, inciter plus de commandes en faveur des artisans ivoiriens. Également, l'initiative va susciter la création d'emplois selon le président du CESEC. Quand vous allez visiter les musées, vous voyez nos objets d'art, mais qu'est-ce qui est mentionné? On met par exemple statuette Gouraud, statuette Agni, statuette Baoulé, statuette Senoufo, mais la mention Côte d'Ivoire n'existe pas. Au point où beaucoup de personnes ignorent notre dimension culturelle. Une fois que cette mention sera mise, tous ceux qui vont visiter ces musées verront la dimension culturelle de la Côte d'Ivoire. Donc, qui dit dimension culturelle, dit également influence positive sur l'industrie touristique. Après des heures d'échange en assemblée plénière, 64 conseillers présents, 16 étant excusés sur les 107 en fonction, se sont accordés sur l'adoption et l'application de ce projet d'avis. Pour la directrice du Musée des civilisations de Côte d'Ivoire et les artistes, c'est une avancée notable pour leur domaine d'activité. Savoir que ces objets viennent de la Côte d'Ivoire, ça donne forcément des sentiments de fierté. Des objets qui sont très très importants et participent vraiment au développement d'un pays. Ça va donc avoir pour retomber justement l'augmentation du taux de fréquentation au niveau de nos musées qui généralement ne sont pas assez fréquentés. Donc je crois que c'est une bonne initiative. C'est un pas vers l'évolution et la reconnaissance du travail que nous faisons. Et j'espère que ça va aller jusqu'au bout. Cette action intervient conformément aux dispositions réglementaires qui régissent la mission du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Mission qui permettent de se saisir de toute problématique d'intérêt national afin de faire des propositions au gouvernement. On change complètement de sujet. Le commissaire du gouvernement a eu une rencontre avec les commissaires de police du district d'Abidjan. Bavure, corruption, procédure. 3 points à l'ordre du jour de cette rencontre, ce pour sensibiliser les agents des forces de l'ordre à jouer pleinement leur rôle, celui de protéger les populations. Ahmed Traoré et Abou Sanogo pour en parler. 4 cas de bavure enregistrés en un mois sur l'ensemble du territoire national. Soit un cas toutes les semaines, notamment à San Pedro, Odiéné, Tanda et Abidjan. Le commissaire du gouvernement, le colonel-major Ange Kessi Kwame, entend mettre fin à l'impunité au sein des armées et de la police nationale. Il a échangé avec l'ensemble des commissaires de police d'Abidjan et de sa circonscription, à l'effet de les inviter à faire des efforts pour traquer tous les agents de police à la gâchette facile. Pour lui, tout fait constituant des infractions doit être poursuivi et jugé. Bavure, corruption et procédure. 3 points à l'ordre du jour pour réparer ces infractions. Nous sommes venus rencontrer tous les commissaires de police de la place d'Abidjan pour leur parler. Nous sommes entendus et nous avons discuté sur plusieurs points. D'abord, sur la bavure. On s'est rendu compte que la bavure a commencé à se multiplier de façon dangereuse et qu'il fallait mettre un haut là. Ensuite, nous avons discuté avec eux sur certaines procédures. Et troisièmement, sur le racket. On ne manque jamais l'occasion sans leur faire savoir que le racket est mauvais, le racket est dégradant. Nous sommes d'accord qu'ils prennent des mesures pour radier tout ce qui projette une image dégradante aux policiers. Il faut qu'ils continuent. Par ailleurs, le procureur militaire invitait tous les officiers de police à la responsabilité dans la protection de l'éthique militaire et policière. Tout laxisme, selon lui, sera sévèrement sanctionné. Une rencontre pour faire le bilan du projet de coopération transfrontalière entre la Côte d'Ivoire et le Libéria. La réunion se tient en ce moment sur 2 jours à Grand-Bassam. C'est un projet qui vise à réduire les tensions et prévenir les conflits entre les populations des 2 pays. C'est ce que nous disent Sephora Zegui et Issa Ayeo. 18 mois après la mise en œuvre du projet conjoint de coopération transfrontalière entre la Côte d'Ivoire et le Libéria pour la paix durable et la cohésion sociale, l'heure est au bilan. Ce projet a permis d'enregistrer des résultats très encourageants.
au niveau du renforcement de la confiance entre les forces de sécurité et les communautés frontalières d'une part, et d'autre part, entre les communautés frontalières des deux pays. En effet, les activités de dialogue socio-sécuritaire, les dialogues intercommunautaires, les activités socio-culturelles, les foires commerciales, les patrouilles mixtes et conjointes organisées dans le cadre de ce projet ont fortement contribué au renforcement de la coopération entre les deux pays. Ces résultats fort encourageants et leur impact sur la vie des communautés ainsi que la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Libéria méritent d'être capitalisés. Le projet, depuis sa création, a permis d'instaurer la paix et la confiance entre les deux peuples. Donc aujourd'hui, le défi majeur, c'est l'appropriation et le maintien de cet engagement-là pour pouvoir poursuivre et consolider les acquis dans ce cadre. Financé par le Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix à hauteur de 3 millions de $, soit plus d'1,6 milliard de francs CFA, équitablement répartis entre la Côte d'Ivoire et le Libéria, le projet conjoint vise à renforcer la sécurité et la cohésion sociale intérieure et transfrontalière, ainsi que la coopération entre les deux pays. On poursuit en images avec la direction du RHDP qui a initié ce vendredi, à l'ouverture donc de la campagne pour les régionales et les municipales, un séminaire de formation à l'endroit des formateurs des équipes de campagne du RHDP et les responsables chargés des élections du Parti unifié. Cet appui technique apporté à plus de 200 personnes au siège du RDR a pour but de les outiller en vue d'une bonne tenue des bureaux de vote le jour donc des scrutin. Le 28 septembre de chaque année est consacré à la Journée internationale d'accès à l'information. Focus donc à l'occasion sur la KIDP. La KIDP, c'est l'autorité chargée de veiller au respect du droit des citoyens d'accéder aux informations, également aux documents détenus par les organismes publics. On en parle avec Gabriel Zani. Réunis en comité restreint, des notables d'Abadjien-Kouté, village de la commune de Songon situé dans le district d'Abidjan, et le chef d'un village voisin font le point des terres dont ils sont propriétaires. Cette revue des terres pousse bien souvent ces communautés à s'informer sur la nature des accords de convention signés entre l'État ivoirien et les sociétés de promotion et véhicules installées dans la région. La plantation de la TRCI est située sur son territoire coutumier. Le village s'est senti obligé d'approcher le comité de privatisation pour avoir une copie de la convention signée entre l'État et les repreneurs de l'ex-SAPH. Le comité de privatisation, dans un premier temps, a refusé de nous communiquer ces informations. La demande rejetée, le village d'Abadjien-Kouté a saisi la commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics KIDP. Nous avons adressé une lettre à la KIDP pour dire que nous contestons la décision du comité de privatisation et c'est à la suite de cette lettre-là que la KIDP a rendu sa décision. La décision de la KIDP est tombée en juin 2017, après sa saisine en février de la même année par la communauté villageoise, soit 5 mois après l'intervention de l'institution auprès de la compagnie dont les plantations d'EVA s'étendent sur près de 1500 hectares. De 2016 à 2017, la KIDP a rendu une dizaine de décisions de ce type, obligeant les administrations publiques ou privées à rendre accessibles des documents publics. Nous avons reçu jusqu'à ce jour 117 demandes et puis saisines. Il y a eu 107 demandes pour lesquelles nous avons fait de la facilitation. Donc les requérants ont pu obtenir les dossiers, les documents demandés. Et il y a eu 10 pour lesquels nous avons rendu des décisions. Toutes ces décisions se retrouvent sur le site de la KIDP. Les recours sont souvent examinés par un comité de commissaires composé de juristes et d'universitaires. Quand vous nous saisissez, s'il s'avère que votre demande est recevable, on planche maintenant sur la nature du document que vous demandez. Est-ce que c'est un document public? Oui, il est public. Est-ce qu'il fait partie des documents qui sont communicables? Si oui, on essaie maintenant de voir avec la structure qui devait donner l'information pourquoi est-ce que le document n'a pas été donné. Les commissaires, à l'unanimité, rendent une décision pour demander à la structure publique de communiquer le document aux requérants.
Le mouvement ivoirien des droits humains, MIDH, a aussi eu recours à la KIDP. Il s'agissait d'un dossier qui oppose une association de chauffeurs dans la commune de Cocody à la mairie. Donc, nous avons demandé à la mairie de transmettre le document. Malheureusement, la mairie n'a pas répondu et donc nous avons saisi la KIDP qui a enjoint la mairie de remettre le document. La mairie a remis le document à la KIDP qui ensuite nous a transmis le document. Des succès qui renforcent le travail de la KIDP, créée en 2013 par la loi numéro 2013-867 du 23 décembre 2013 en son article 19. Mais l'institution a débuté ses activités après la prestation de serment des commissaires en juin 2015. La loi nous permet d'avoir des points focaux dans toutes les administrations assujetties à la loi elle-même. Par administration assujettie à la loi, nous avons tous les ministères, nous avons toutes les sociétés d'État, nous avons toutes les administrations publiques, nous avons également des sociétés privées pour lesquelles l'État a concédé une mission d'intérêt public. Chacune de ces structures crée en son sein un point focal qu'on appelle dans la loi le responsable de l'information. Le citoyen s'adresse d'abord aux responsables de l'information dans les structures qui sont assujetties à la loi. La KIDP est une autorité administrative indépendante. Si au recto, elle affiche la transparence dans la gestion des affaires publiques, au verso, l'institution illustre bien la volonté des pouvoirs publics d'octroyer à tous un pouvoir de contrôle sur ses décisions. Lorsque le document ne lui est pas remis, malgré les relances et autres, mais il faut savoir qu'il y a un délai. Le délai pour le journaliste et l'enseignant et le chercheur, c'est 15 jours. Le délai pour les autres catégories de profession, c'est 30 jours. Mais passé ces délais, la KIDP doit être saisie. En cas de falsification ou de destruction de documents publics demandés par un requérant suite à la saisine de la KIDP, les sanctions vont de la simple amende à la peine d'emprisonnement. Ces sanctions sont infligées par la justice pénale. On referme ce journal avec cette information. Premier jour de campagne ce vendredi 28 septembre pour les candidats aux élections couplées, régionales et municipales en Côte d'Ivoire. Ils ont 2 semaines donc pour convaincre. Le vote est prévu pour le 13 octobre prochain. Et notez que la RTI vous fera avec grand plaisir le long donc de cette campagne couplée écho des activités des candidats et ce sera aux éditions de 20h. Merci de nous avoir suivis.